Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi de Bismart, émission en direct. Vous connaissez le rendez-vous du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous. Bien dans son job, on parlera avec notre invité de ce qui a modifié cette crise sanitaire. On ne travaille plus de la même manière et on va en parler avec lui dans quelques instants. Dans le cercle RH, le rendez-vous du vendredi, c'est un retour sur l'actualité qui a été chargé évidemment avec cette rentrée sous l'ère du Covid, avec le spectre d'un chômage massif. On en parle dans quelques instants. Puis à la fin de notre émission, le livre de Smart Job, c'est l'empire du sens, non pas l'empire d'essence, mais l'empire du sens, le sens que l'on donne à notre vie. C'est un livre qui est sorti chez Erol et l'auteur sera avec nous sur le plateau. Mais d'abord, le journal présenté par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud, dans l'actualité, aujourd'hui les patrons interrogés chaque mois par l'INSEE ont un peu plus le moral en août. L'indice du climat des affaires est toujours en hausse pour le 4e mois consécutif. Avec un nouveau rebond de 7 points, il atteint 91 points. Industrie, services, bâtiments, dans tous les secteurs, le moral des chefs d'entreprise grimpe. Mais l'INSEE tempère les résultats car ils traduisent d'abord le rebond mécanique de l'activité après le déconfinement. Enfin, les indicateurs sur les perspectives d'activité dans les 3 prochains mois se sont légèrement tassés en août et les carnets de commandes à l'étranger tardent à se remplir. Sur un autre sujet, la CNIL dénonce le recours systématique aux badges photos au travail. La Commission nationale de l'informatique a présenté hier un communiqué. Elle assure avoir mis en demeure plusieurs organismes privés et publics d'arrêter de prendre systématiquement en photo leurs employés. Photos prises au moment du pointage lors de la vérification des temps de travail. La commission a été saisie par 6 plaintes en 2018 émanant d'agents publics et de salariés d'entreprises. Après enquête, la CNIL considère que l'utilisation des badges photos va à l'encontre du règlement européen, un règlement qui limite la collecte de données personnelles au strict nécessaire. Et pour finir, on parle de la rentrée au bureau. 55% des salariés considèrent que le retour au bureau présente un risque pour leur santé. C'est le résultat d'un sondage mené par Néo-Nomade et The Village sur un échantillon de 500 salariés et managers que Bismart vous dévoile en exclusivité. Pour eux, le Covid est encore un frein au retour au bureau, mais pas seulement. 75% pensent qu'ils sont plus performants en télétravail et estiment qu'ils perdent trop de temps dans les transports. Quid du travail en équipe ? Eh bien, près de la moitié des salariés assurent qu'ils n'ont pas besoin de voir leurs collègues pour être efficaces. Pour autant, les relations humaines et la vie sociale au bureau manqueront à 60% des interrogés. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Dans son job, on va s'intéresser à la crise Covid. On ne parle que de ça, évidemment, avec ce masque obligatoire à Marseille, à Paris, partout. Cette crise sanitaire accélératrice de la décentralisation du pouvoir dans l'entreprise. Merci d'être avec nous, Jean-Sébastien Hongre. C'est votre thèse. On va en parler dans quelques instants. Vous êtes le fondateur de Teamside, qui est un leader français des métiers du digital. C'est 300 experts à Montréal, si je ne m'abuse. Alors on a Montréal, Paris, Lille. Paris et Lille, c'est ça, avec des entreprises qui peuvent être des ETI, mais aussi des grands groupes du CAC 40. Vous avez essayé de prendre la parole, de vous exprimer sur ce sujet. Qu'est-ce que ce Covid, qu'est-ce que cette crise sanitaire est en train, je ne dis pas, est en train de provoquer ? Moi, je dirais que la première chose, c'est qu'elle nous montre que tout est possible. Personne n'aurait pu imaginer qu'on allait décentraliser les salariés des grands groupes en moins de 3 semaines et leur offrir la possibilité, si j'ose dire, de faire du télétravail. Il y a encore en décembre, moi je discutais avec un responsable digital d'un grand groupe qui me disait on a du mal à recruter des talents parce que de plus en plus, notamment dans les métiers du design, ils ont envie d'être chez eux une partie de la semaine et les grands groupes avaient des règles assez strictes sur le sujet. Et le deuxième élément... Et là, on dérégule, ça a tout dérégulé. On dérégule complètement. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que pendant longtemps, les DSI, les directions informatiques, ont dit non, ce n'est pas possible, on n'y arrivera jamais, etc. Et là, en 3 semaines, on a vu que c'est possible. Ils l'ont fait. Donc, on a quand même cette règle de tout est possible. Elle s'impose, en fait. Elle s'est imposée à l'ensemble des entreprises françaises. Et ça a eu lieu. C'est-à-dire, ça s'est fait. On ne se rend pas compte à quel point c'est... C'est-à-dire que toutes les rigidités humaines, qui étaient souvent des blocages humains de management, sont tombées d'un coup parce que cette crise Covid est arrivée comme un tsunami. Absolument. Et moi, je trouve que c'est un accélérateur, justement, d'une tendance que moi, j'observe et surtout que je pense qu'il est une nécessité pour les entreprises qui veulent gagner, qui est la tendance à la décentralisation et à lâcher le pouvoir.
lâcher ce le que vous pouvoir. Pendant longtemps, les structures, notamment les grands groupes, ont fait tout pour faire l'inverse. C'est-à-dire elles ont mis en place des procédures, du contrôle, etc. Et d'une part, la digitalisation qui, par essence, naît de l'agilité et a besoin d'agilité. Et d'autre part, ce qu'on voit aujourd'hui, l'accélération de tout, notamment l'accélération des produits, des marchés, de l'attente des consommateurs, tout ça concourt effectivement, à mon avis, à un besoin de souplesse et d'agilité dans les sociétés qui va nécessiter des changements structurels. Vous êtes une entreprise. Oui. C'est le message de pédagogie que vous faites passer à vos clients? Alors, on essaie, effectivement, c'est un des messages. Nous, on a à peu près nos consultants, en fait, qui sont des gestionnaires de projets digitaux, des UX, des gens qui travaillent... Qui sont sur les envoyés dans les entreprises. Ils sont envoyés dans les ça. entreprises. Ils s'intègrent dans les équipes de nos clients. Et donc, ils travaillent... Alors, le digital, ce qu'on appelle les digital factories, qui sont vraiment entre ce que j'appelle la DSI, l'informatique et les métiers, accompagnent finalement l'entreprise dans sa digitalisation. Alors, tout ce qui est communication digitale, les sites, les applis, etc. Oui. Ces digital factories, elles ont été construites il y a à peu près... Nous, on est né en 2011. Aujourd'hui, on est 300. On a accompagné la montée en fait, de ces digital factories d'une manière assez active. Et en fait, elles sont naturellement et je dirais génétiquement agiles. Elles ont déjà des process parce que le métier l'impose. En fait, ce qu'on voit, moi, ce que je trouve intéressant enfin, entre guillemets, intéressant, ça serait bien passé quand même du Covid. Oui, mais non, parce que vous en tirez une force de ce Covid. Vous dites c'est négatif, mais nous, on va essayer de le transformer en élément positif. Absolument. Moi, je pense que de toute façon, il est là. Il a fait c'est un fait. De la tragédie, il fait du mal à l'économie, etc. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on ressort de ça? Et donc, il y a des enseignements à en tirer. On voit bien que le télétravail, c'est un vrai sujet. Nous, on réfléchit beaucoup à ça. Il s'est imposé à 100% pendant quelques semaines. Pas pour tout le monde, on le sait. Pas pour tout le monde, mais pour une bonne partie. En revanche, on voit aussi ses limites parce que nous, on travaille beaucoup, notamment dans le recrutement. On voit à peu près... on screen entre 600 et 1000 CV par mois. Il y a de l'expertise et du chasseur de tête aussi dans votre structure. Il y a beaucoup de chasseurs de tête parce que les gens qu'on choisit, il faut qu'ils soient... Et le savoir-être, aujourd'hui, est la clé. Le savoir-faire, on y arrive toujours avec la formation. Et le savoir-être... C'est comment on est. Comment on est et l'irrationnel dans l'entreprise. Moi, je crois beaucoup à l'irrationnel dans l'entreprise. C'est-à-dire quoi? L'invisible, le non-dit. Le non-dit. Et par exemple, le télétravail fonctionne parce que aussi les gens se sont vus avant. Ils ont un historique de relationnel. Ils ont un historique dans leur communication irrationnelle. Ils savent comment ils fonctionnent. Exactement. C'est ça, dans leur duo. C'est plus compliqué quand vous faites de l'onboarding avec quelqu'un qui arrive et qui n'a pas d'histoire. Donc l'histoire et le lien qu'on tisse avec l'humain est très important pour la réussite. Absolument. Un dernier mot, vous dites quand même, c'est important parce qu'il y a tout un débat sur le télétravail, c'est la fin des hiérarchies, c'est la fin du contrôle. Vous dites, on améliore évidemment par la responsabilité la productivité, mais ça ne retire en rien la notion de hiérarchie. Non. Bon, voilà, c'est assez subtil, mais... En fait, ce que je pense, c'est un peu choquant, c'est que la période des petits chefs est morte, ça c'est sûr. Le management aujourd'hui, c'est un management de projet, c'est un management de compétences. Et paradoxalement, il y a eu beaucoup de presse et de médias autour de ce qu'on appelle, les nouvelles générations, ils vont vouloir tous être freelance, etc. Nous, on voit que des gens qui veulent des CDI, clairement. C'est parce que le CDI, c'est la clé d'entrée pour le logement. C'est ce que je voulais dire. Quand on va avoir une banque en étant indépendant, c'est plus compliqué qu'avec un CDI. Absolument. Et le deuxième élément aussi sur cette nouvelle génération, ça, c'est vrai aux États-Unis parce que le marché il est comme ça, mais c'est moins vrai en France. Ils veulent tous, ils ont un refus, par exemple, de la hiérarchie, etc. En fait, c'est pas un refus de la hiérarchie. Ils ont besoin d'un père au sens psychanalytique. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur dise ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais d'un point de vue. Vous êtes très mystique comme patron d'entreprise. Je sais pas. Je veux pas monter de secte pour autant. Ne vous inquiétez pas. Mais ils ont besoin en fait aussi d'un retour sur ce qui est bien et pas bien, mais pas au sens scolaire, dans une optique d'amélioration. Ils veulent être accompagnés et cadrés. Nous, on a par exemple 2 coachs développement personnel en permanence dans l'entreprise qui travaillent avec nos consultants pour les faire grandir. En temps réel? Ouais, ils sont open bar. C'est-à-dire tous mes consultants peuvent les activer à n'importe quel moment. J'ai un problème, là je sais pas trop où je vais. Exactement. Et lui amène une réponse. Oui. Mais moi, souvent, quand je discute, par exemple, il y a des gens qui atteignent ce que j'appelle les 5-7 ans d'expérience, qui vont rentrer dans des modes de fonctionnement, ils vont rentrer dans des situations de responsabilité. Je leur dis souvent, vous allez rentrer maintenant dans une phase de votre carrière où l'irrationnel monte en puissance. Et en fait,
plus on grandit, dans les grands groupes notamment, plus on se rend compte que le rationnel perd par rapport à la puissance de l'irrationnel, de la relation humaine, de la compréhension de l'autre, de ce qu'il veut, etc. Ça, c'est un point... on est de moins en moins dans la technique et la technologie, mais de plus en plus dans l'humain, dans la stratégie humaine. C'est ce que vous dites. Exactement. D'ailleurs, pour les nouveaux arrivants, les juniors, moi, je leur dis souvent, le premier élément dans tes 5 premières années de travail, c'est la fiabilité. C'est le savoir-faire, c'est que tu sois costaud et que les gens se disent « Ok, on peut compter sur Jean-Sébastien ». Il est fiable. Et ensuite, il y a des choses beaucoup plus différentes. Un jour, notamment, il y a quelqu'un qui était à peu près à 10 ans d'expérience qui me dit « Oui, là, je vois que je commence à pas comprendre tous les tenants et les aboutissants parce qu'il a tenu un niveau de responsabilité. Comment je fais pour comprendre ?» Moi, je lui dis « Tu lis Stéphane Zweig ?» Parce que Stéphane Zweig, c'est un écrivain qui explique la psychologie. Un patron philosophe et littéraire. Mais, je serais bien resté avec vous encore plus longtemps, malheureusement, le temps file. Vous reviendrez. C'est intéressant votre discours qui mêle en fait finalement les sciences humaines avec de l'informatique. Vous mariez des univers différents. Jean-Sébastien Hong, vous êtes le fondateur de Teamside et vous intervenez, vous avez envie de vous exprimer sur ce que change, là, ce que va changer le Covid dans nos vies quotidiennes. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est Working Progress. Vous connaissez notre rendez-vous, c'est Welcome to the Jungle, à la rencontre des invités. Working Progress avec Welcome to the Jungle, avec Marie Ouvrard qui nous accompagne depuis lundi. Bonjour Marie. Bonjour. On a balayé beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qu'on a déjà traité d'ailleurs ici dans la rubrique Working, sur le lien intergénérationnel. Ça marche dans les deux sens. Et notamment sur le mentoring et le mentorat intergénérationnel. On va en parler avec notre invitée Victoria Pell. Victoria, vous êtes... bonjour déjà. Bonjour Marie. Vous êtes fondatrice et présidente d'Unati, une plateforme dédiée au mentoring, et notamment intergénérationnel. Du coup, on va en parler. Vous accompagnez des sociétés comme des grands groupes comme L'Oréal, Engie, je crois. Déjà, à quel besoin vous répondez en mettant en place ces formations-là ? Alors, en fait, ce qui est important, je pense, c'est de parler un petit peu de la genèse du projet. Ouais. Donc, en fait, déjà il y a 12 ans, je m'étais rendu compte, parce que je travaillais dans un grand groupe qui s'appelle Kantar, les études marketing Kantar, qui ont racheté TNS Sofres, et je travaillais avec des équipes à l'étranger. Et donc, mes chefs étaient basés à l'étranger, mes équipes à l'étranger, et je travaillais avec la vidéoconférence tous les jours. Donc, le télétravail. L'ère Covid avant l'heure, quoi. Exactement, il y a 12 ans déjà. Oui. Le télétravail au bureau et le télétravail à la maison, c'était ma seconde nature, et ça l'est toujours. La deuxième chose, c'est que j'ai fait travailler ensemble, dans le cadre d'un incubateur d'innovation digitale, pour les études marketing digital, des jeunes experts. Donc, j'allais chercher des jeunes talents dans l'entreprise qui connaissaient très bien les études marketing digital. Et je les faisais travailler avec des dirigeants. Les dirigeants qui apportaient leur savoir-faire en innovation, en relations clients. Et j'ai perçu des contrastes entre leur façon de se percevoir les uns les autres et leur méthode de travail. Et là, j'ai compris qu'on était en pleine mutation, que l'entreprise... De choc de génération ? Un choc de génération et un choc aussi d'arrivée des nouvelles technologies dans l'entreprise, qu'il allait falloir y remédier et trouver un moyen de transformer l'entreprise avec ces nouvelles technologies de manière humaine. Voilà, c'était déjà il y a 12 ans. Donc j'ai créé Unati. Et Unati, donc, c'est une société qui est spécialisée dans le mentoring, en fait dans l'apprentissage social. Alors pourquoi l'apprentissage social ? Ça peut être une question. Oui. Mais allez-y. Je me posais ça. On l'avait, la question. On n'a pas osé. Donc, l'apprentissage social, eh bien, tout simplement parce que, donc d'abord, c'est une pratique universelle qui date de l'Antiquité. Donc, c'était Ulysse, quand il est parti faire son Iliade, qui a demandé à Mentor, son ami, d'être le précepteur, le guide de son fils Télémaque. Donc, c'est humain. On ne peut pas faire plus humain que cela, dans un monde où tout se transforme avec le numérique. Donc c'était le point de départ. Donc la mise en application aujourd'hui, c'est comment on favorise l'échange de compétences et d'expériences du coup entre les générations sur des sujets bien spécifiques, si je comprends bien très concrètement. Pour être concret, ça marche comment physiquement ?
Alors, donc, qu'est-ce que c'est une ETI? Une ETI, c'est à la fois du conseil en amont pour les entreprises. On travaille avec 25% du CAC 40 et également de la formation, parce qu'il faut être préparé à cet échange. Tout le monde ne sait pas partager ses compétences, Oui. c'est pas inné, donc bien le faire. Et puis enfin, un logiciel, et ça c'est vraiment notre valeur ajoutée. Donc un logiciel qui permet de démultiplier la pratique du mentoring, le fait de créer des binômes, mais aussi des groupes qui vont pouvoir en collectif travailler sur des sujets. Donc c'est vraiment le partage d'une compétence, d'une personne généralement plus âgée, plus senior dans l'entreprise, qui va partager avec quelqu'un de plus jeune. C'est un algorithme, excusez-moi d'être un peu abrupte, parce que Alors, j'imagine que l'algorithme doit touiller un peu les profils et dire tiens, je marie un tel et un tel. Comment ça marche? Alors oui, c'est un algorithme. Il y a un algorithme de mise en relation qui est basé sur des méta-études et qui nous a permis d'identifier des critères et des scores pour et on marie ensuite. Et on marie. C'est un peu comme un site de rencontre, mais c'est un site de rencontre professionnelle basé sur des sujets de rencontre professionnelle. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de me développer sur tel sujet. Et toi, tu as ça. Personnellement et professionnellement. Et toi, mentor, tu as aussi cette connaissance. Et donc, pourquoi pas passer du temps ensemble pour en parler. Et donc, dans la mise en application, est-ce que ça fonctionne déjà? Et comment, en fait, ces différentes générations se parlent? Alors oui, ça fonctionne, puisqu'on a des programmes qui sont déployés dans des grands groupes. Et je remercie mes clients, évidemment, Engie, GRT Gaz, Orange, Pernod Ricard, pour n'en citer que quelques-uns que vous avez déjà cités. Eh bien, oui, ça fonctionne sous forme d'abonnement, en fait. Donc, les entreprises s'abonnent. Ce sont des grands groupes principalement, mais ça peut commencer à 500 dans une entreprise. Un abonnement, et on invite les employés de l'entreprise qui sont présélectionnés par les gestionnaires RH. Voilà, ça a été déjà... Exactement. Et on les invite à remplir un profil. Et sur ce profil, il va y avoir donc des critères pour justement s'assurer qu'on met en relation, qu'on propose des matchs qui correspondent aux besoins de l'autre. Alors du coup, quand je disais est-ce que ça fonctionne, c'est un peu comme les applications de rencontres. Est-ce que vraiment, une fois que vous avez fait matcher les deux profils, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Est-ce que la sauce prend forcément? Est-ce que ces deux générations réussissent à bien se parler, à bien communiquer ensemble, à trouver une manière d'avancer et d'échanger des compétences vraiment dans un accord total? Oui, donc déjà l'algorithme, nous on a des études, puisque dans le cadre de la plateforme, il y a des études et plus de 90% des participants disent que leur relation de mentoring a été satisfaisante à très satisfaisante et que les binômes qu'on leur a proposés étaient de qualité. Donc ça les a aidés, ils ont reçu une écoute et ils ont pu échanger sur des sujets qui leur sont utiles directement, de manière à court terme ou à moyen terme, dans l'entreprise. Et pour pouvoir upgrader leurs compétences. Pour pouvoir upgrader leurs compétences. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut vraiment former. Donc un outil numérique, c'est très bien, mais on est encore dans l'humain. Et donc, préparer les collaborateurs à savoir échanger, être dans différentes postures qui sont le questionnement socratique, comprendre le contexte de l'autre. Et c'est un échange réciproque. Et également le feedback, être capable tout du long de son parcours, parce qu'on se rencontre une fois par mois à raison d'une heure, de voir le progrès et d'en parler, ou pas, de dire mais finalement là on perd notre temps, c'est complètement urbain ce qu'on se dit. Merci Victoria Appel. On ne remplacera pas l'humain, c'est ce que vous nous dites. Il y a des algorithmes qui matchent ou qui ne matchent pas d'ailleurs, mais qui matchent souvent, mais l'humain reste essentiel. Merci, fondatrice et présidente d'Unati sur ce mentorat intergénérationnel. C'est la suite de notre programme, évidemment toujours avec Marie Ouvrard. Travailler demain, c'est tout de suite. Travailler demain avec bien notre invité pour peut-être déconstruire. Alors on parlait du lien intergénérationnel. On est encore un peu dans le sujet, hein, Marie. Oui, tout à fait. Les 45 ans qui n'ont pas forcément le niveau, qui sont un peu déconnectés. Exactement, on va en parler avec Aurélien Esposito. Aurélien, vous êtes cofondateur de l'association Try Me Up, qui vise à déconstruire les stéréotypes liés à l'emploi des plus de 45 ans. D'où est né déjà ce projet-là et le besoin lié à la création de cette association? Cette idée, en fait, au sein du groupe, on a une société qui fait du recrutement et on s'est retrouvé avec les associés après la présentation d'un candidat senior, pour le coup, qui avait plus de 45 ans. Oui, senior, c'est 45 ans. Hein.
Oui. Boum, ça tombe. Ça tombe. Je coupe raide. Je dis rien, je dis rien. Je vous remercie, Marie. C'est Pôle emploi qui classe. À partir de C'est ça. 45 ans, chez Pôle emploi, on est classé en senior. Et du coup, on s'est retrouvés tous ensemble et le senior n'a pas été compris par la société. On avait 2 super profils, un super client qui cherchait vraiment un profil précis et un super senior qui avait passé des années chez L'Oréal, par exemple. Et qui n'a pas été compris. Ça n'a pas matché. Et donc, on s'est dit qu'il fallait inventer quelque chose. Et donc, on a créé Try Me Up pour faire le connecteur entre les deux et essayer de trouver un transfert de langage. Donc quand vous dites que ça n'a pas été compris, c'est une question de dialogue, de communication, de manière de travailler, de manière de penser. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent Alors, il y a beaucoup de choses poser problème. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Des fois, les a priori sont côté entreprise. Des fois, les a priori sont côté postulant. Donc en fait, on a essayé de s'interroger sur toutes les problématiques qu'on pouvait essayer d'annuler avec un programme qui s'appelle Boost Me Up, pour qui parlent le même langage et qui se rencontrent en fait. Mais attendez, parler le même langage, ça veut dire qu'il faut avoir des codes, des éléments de langage, des clés de langage. Comment ça marche? Alors, il y a une partie clé de langage. On forme effectivement les postulants parce qu'en général, on a plutôt des profils les plus réfractaires, bizarrement, sont les startups au départ, en termes d'a priori. Par contre, c'est ceux chez lesquels on les casse les plus vite. Donc une fois qu'ils ont compris et qu'on a réglé les éléments de langage... Start-up parce que c'est jeune, c'est l'esprit jeune, c'est l'esprit un peu sweet capuche, on est à la cool quoi. C'est ça, et du coup... Par a priori, je ne sais pas si vous avez vu le film Le Stagiaire, avec Robert De Niro, on est vraiment dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'ils voient quelqu'un qui arrive avec les cheveux gris, qui a de l'expérience, ils ont peur de prendre des leçons toutes les 5 minutes. C'est ça. Ils ont peur de plein de choses qui sont des a priori, qui ne sont pas forcément vraies. Et du coup, il fallait régler ces choses-là. N'ayez pas peur des vieux, c'est ça, ou des seniors. Il faut le dire, c'est très important. Non, mais c'est ça votre message. Au contraire. Ouais. Plus que ça, c'est un message de dire l'expérience n'a pas de prix. Et chez les seniors, il y a un puits de science et d'expérience qui est intarissable. Il faut juste réussir à les mettre à leur place et leur trouver leur place et qu'ils s'intègrent. Et quels sont les retours, vous, que vous avez des seniors de votre côté? Est-ce qu'ils ont vraiment envie aussi d'aller travailler, notamment dans cet univers start-up? Et pour quelles raisons? Alors, il y a des fois des réticences. On a des seniors qui nous disent est-ce que je serai à l'aise? Est-ce que ça va être une bonne opportunité pour moi? Est-ce que je vais pas être complètement déconnecté? Moi, je fais pas de skate. Il y a encore une fois des a priori. Et je viens pas avec un vélo de 8 heures. Comment je peux m'intégrer? C'est ça. Mais en fait, très vite, une fois qu'on a des dispositifs qui permettent d'intégrer les gens dans les sociétés, et la meilleure façon de prouver, c'est de le faire. Et à partir du moment où ils viennent passer 1 journée, 2 journées, et il y a des dispositifs Pôle emploi qui permettent d'intégrer pendant 3 mois quelqu'un dans une entreprise sans coût salarial, avec le maintien des indemnités pour le postulant, et en plus, si jamais ça match, pour reprendre l'expression de la personne juste avant, si jamais ça match, il y a une indemnité pour l'entreprise. Donc c'est tout bénef, c'est du win-win total. Et en général, après cette phase-là, on a réglé tous les problèmes et on fait des gens hyper heureux. Et est-ce que vous avez un cas concret, par exemple, d'une personne qui a intégré une société que vous avez accompagnée? La personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a, sur cet entretien-là, ça n'avait pas marché. Échec sur le premier entretien. Échec sur le premier, mais on n'est pas du genre à se laisser abattre. Donc du coup, on a repris le dossier, on est allé voir d'autres startups. D'accord. C'est ça. Et on a reproposé le profil et aujourd'hui, il est toujours dans la boîte. Excusez-moi, il y a un argument de coût. On sait que les emplois des jeunes, ils sortent de l'école, donc c'est les emplois qui coûtent moins cher pour l'entreprise. Le senior, en général, ce qui est rédhibitoire, c'est vous êtes formidable, mais vous êtes trop cher pour moi. Alors, c'est effectivement, il y a une notion de coût, elle est indéniable. Il y a un moment, le niveau de vie augmente, donc il faut bien gagner sa vie. Plus les années passent, plus on augmente son niveau de vie. Par contre, on est très souvent dans un cas où nous, on est capable d'expliquer que l'expérience vaut quelque chose aussi à la start-up pour requalifier et dire attention, la base prix que vous nous avez donnée en recrutement, ça marche pas du tout la personne qu'on va vous mettre en face. Et il faut à un moment payer au juste prix, si c'est possible toutefois. Autre chose, le senior n'a pas toujours les mêmes problématiques financières qu'un jeune qui débute. Vous pouvez avoir une situation installée, avoir déjà acheté la maison, avoir les enfants qui sont partis, avoir des choses comme ça. Et du coup, souvent les seniors nous disent, moi l'argent, il faut juste que je puisse vivre correctement, mais j'ai pas besoin d'un salaire. Oui, parce que finalement, je suis sorti des études, je suis sorti, la maison est payée, et bon là, je peux travailler un peu plus pour me faire plaisir. Quoi. Exactement. Et donc ça rassure l'entreprise forcément. Et ben oui, et puis pour le coup, on arrive à trouver la plateforme d'accord.
Merci Aurélien Esposito. Vous avez une question encore, Marie? Je vais arracher la question. Je me demandais si le salariat était la seule réponse justement à la collaboration entre les seniors et les startups. Est-ce que du coup ça ne peut pas passer par d'autres types de contrats ou de collaboration? Alors c'est une excellente question. Bien sûr que si, on ouvre le champ au maximum pour réussir à trouver le lien possible. Et... Pas enfermé sur le CDI. Exactement. Exactement. Tout est possible. La prestation, par exemple, qui est aussi intéressant pour le portage salarial, tout ça. Et le portage. Merci Aurélien Esposito, associé de Try Me Up, sur ce rapport aux plus de 45 ans, sur leur manière de s'intégrer dans l'entreprise. Marie, c'était un plaisir d'avoir partagé cette semaine avec vous. On se reverra sûrement, en tout cas. Je crois que la semaine prochaine, c'est Jérémy qui revient ici en lieu et place pour Working Progress. À très bientôt. On fait une courte page de publicité et une petite pause. Et puis on se retrouve pour le cercle RH. C'est le cercle des experts. Vous savez, c'est l'actualité de la semaine. Il y a beaucoup de choses avec, évidemment, le Covid, un haut commissaire au plan avec François Bayrou et une crise, évidemment, et un chômage qui se profile. On en parle dans quelques instants. Le cercle RH, qui est notre débat quotidien, vous êtes fidèles à ce débat. On va bien sûr parler de l'actualité de la semaine. Le vendredi, c'est le cercle des experts. Un plan de relance et après, parce qu'il est très attendu, ce plan de relance, ça sera la semaine prochaine. Il a été repoussé. Une rentrée et une semaine sous la menace de ce Covid-19. On en parle depuis mars dernier. C'est vrai que c'est un sujet qui est omniprésent dans l'actualité quotidienne. Il a modifié nos habitudes, notre consommation, notre manière de travailler et évidemment impacte directement notre économie, j'allais dire nos économies, avec ce que titrait Le Monde hier, avec le spectre d'un chômage massif qui se profile. On fait le point, c'est morose, mais je pense qu'il y a quand même des notes d'espoir. Il y a l'idée peut-être qu'on est en train de changer de monde, changer de modèle, et on en parle avec mes invités. François Vigne, merci d'être avec nous. Vous êtes associé chez Sycomore Corporate Finance, l'un des membres éminents des EDC, des entrepreneurs chrétiens. Je le dis parce que vous étiez très impliqué lors de ces universités d'été au MEDEF. Elles se sont terminées hier, ça a duré 2 jours, à l'hippodrome d'Auteuil, si je ne dis pas de bêtises, de Longchamp, oui, c'est l'un ou l'autre, à l'hippodrome. Et vous aviez pris la parole, et vous allez la prendre sur ce plateau, sur l'idée que l'humain doit toujours rester au centre. Une crise se profile, et c'est vrai que la guerre économique va être rude. Merci d'être avec nous. Benoît Serre est à mes côtés. Bonjour Benoît. Je vous appelle Benoît parce que vous êtes un habitué de notre plateau, vice-président de l'Association nationale des DRH. Vous êtes senior partner au BCG et puis ancien DRH parce que vous êtes à la rencontre aussi au contact de DRH qui aujourd'hui arbitrent, prennent des décisions et risquent de faire des choix douloureux peut-être dans les mois à venir. Merci d'être là. Stéphane Marchand, bonjour Stéphane. Bonjour. Rédacteur en chef de Pour l'Écho. Vous êtes venu avec votre nouveau titre. Voilà. Quand l'argent tombe du ciel, c'est vrai que les milliards pleuvent. 100 milliards dans quelques jours, 115 milliards pour le PGE, 3 milliards pour la culture. Ça fait quand même une somme. 11 000 milliards dans le monde. 11 000 milliards dans le monde. De l'argent, puisque vous prenez la parole à travers votre titre, commençons le débat. Puisque c'était un des thèmes de notre semaine, on en a parlé sur ce plateau. On rembourse pas. On nous dit même que certains réclament même l'annulation, l'effacement de toutes les charges URSSAF, cotisations, qui ont été repoussées d'un trimestre. Certains disent on ne pourra pas les payer. C'est de l'argent perdu, là, tout ce qui tombe du ciel? Ou c'est de l'argent remboursé? Ce qui est vrai, c'est qu'on est entré dans un monde un peu différent, une théorie économique qu'on appelle la théorie monétaire moderne. Il faut savoir qu'avant la crise, la France avait déjà une dette énorme, un déficit considérable, comme chacun sait, et on a été quand même capable de mobiliser 500 milliards, d'augmenter la dette de 20%. Donc on est dans un monde où les vieilles règles qui étaient de s'arc-bouter sur le déficit, faire très très attention à la dette, ces règles sont devenues apparemment obsolètes. Je dis bien apparemment, parce qu'il faut faire attention. L'argent magique, ça n'existe pas. Et si jamais l'inflation repointait son nez, ce qui n'est pas le cas pour tout l'instant. ça repose sur l'idée que l'inflation ne refera jamais et que les taux restent très bas. Et que les taux restent très bas. Si ces deux choses restent vraies, d'accord, mais si l'une d'elles devient fausse, à ce moment-là, on entrerait dans une grande zone de danger. François Vigne, là c'est votre domaine, la finance. Enfin, c'est le domaine, sachant que si jamais concernant la deuxième condition que vous indiquiez, elle semble aujourd'hui être bien engagée avec la décision de la Fed d'hier, je dirais, de prévoir 4 ans de taux bas. Donc logiquement, nous allons rester pendant au moins 4 ans, sans doute plus au vu de l'endettement des États, dans un contexte de taux bas. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi en termes de dette. Je pense qu'il faudra rembourser une partie des dettes. Il n'empêche qu'aujourd'hui, si on voit ce qui s'est passé depuis mars, tout cet argent a quand même permis de passer la crise dans d'assez bonnes conditions pour l'ensemble du monde. Aujourd'hui, on est beaucoup mieux qu'on aurait été si on n'avait pas
aujourd'hui injecter cet argent, je dirais, dans l'économie. Et je pense que quand il y a l'incendie, on ne calcule pas l'eau qu'on est en train de mettre sur l'incendie. On éteint d'abord l'incendie et ensuite on va reconstituer les réserves. Ouais. Et il sera important demain de reconstituer les réserves. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'éteindre l'incendie, de passer cette période de crise. Ouais, je me rappelle d'hommes politiques pendant des campagnes présidentielles, plutôt de gauche, qui disaient mais attendez, la dette, ça sert absolument à rien, c'est absolument absurde, tout ça est artificiel et monté par l'Europe. Là, au final, on est, avec cette crise Covid, dans une situation un peu similaire, c'est-à-dire qu'on se dit il faut éteindre l'incendie, quel que soit le coût que cela va coûter. Benoît Serre, quand même, Jean Castex, dans l'actualité cette semaine, dit une phrase incroyable. D'abord, il tient un discours au MEDEF, global, sur l'engagement des chefs d'entreprise, sur la façon dont ils doivent agir, sur la crise Covid. Et puis, le lendemain, sur France Inter, il dit... On s'interroge, je m'interroge sur les risques. Est-ce que le remède n'est pas plus... Voilà, est-ce que la crise économique n'est pas plus grave que la crise Covid que l'on traverse et dont on va nous imposer le port du masque partout. Il est déjà imposé. Et il est imposé depuis 8 heures ce matin. Un Premier ministre qui s'interroge, qui commence à se dire il va falloir peut-être arbitrer une crise sanitaire majeure, mais en même temps une crise économique qui sera peut-être plus importante. Oui, cet arbitrage entre la crise économique d'un côté et la crise sanitaire de l'autre, il est présent dans toutes les entreprises depuis le mois de mars. Parce que toutes les entreprises, soucieuses de protéger leurs collaborateurs, sont également soucieuses de garantir leur activité et pendant la période de confinement, d'au moins de maintenir son activité. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre reconnaît qu'au niveau national, ce sujet se pose. Mais il se pose déjà dans toutes les entreprises. Et avec la crise on dit maintenant la crise sociale va arriver. Non, elle est déjà là. Oui, sociale est déjà là. Est déjà là. Même si, en termes d'emploi, pour le moment, les plans sociaux ont concerné à peu près 50 000 personnes. Il y a 280 ou 290 plans sociaux lancés en France en ce moment. Différentes formes, on en parlera peut-être, parce que la forme est importante dans la manière dont les choses vont se passer. En revanche, les entreprises doivent trouver cet équilibre, et c'est tout le débat qu'il y a eu dans les derniers jours, sur le fameux protocole, etc., qui est de dire, attention, les équilibres doivent être trouvés au plus près du terrain. Et un grand équilibre global ne servira jamais à rien. Et puis, dernier point, vous vous souvenez qu'Alain Minc avait évoqué, à juste titre, il n'évoque pas toujours des choses à juste titre, mais là, c'était à juste titre, la notion de mort visible et de mort invisible. Exactement. On verra à quel moment la balance tombe, quoi. Juste ce chiffre, c'est important parce que les chiffres du chômage, le chômage a baissé au mois de juillet très légèrement, moins 174 000 demandeurs d'emploi en moins, mais on est toujours, regardez ce chiffre, à plus de 5 millions de demandeurs d'emploi, et c'est 560 000 demandeurs d'emploi supplémentaires depuis février, c'est-à-dire que, évidemment, pour l'instant, le chômage reste haut. On va voir cette animation qui va se dévoiler devant vos yeux, peut-être, je ne sais pas. François Vigne, il y a quand même un sujet intéressant. Vous êtes à la tête d'une entreprise de finance. Est-ce que vous constatez, Benoît Serre a contact avec des DRH, vous avez des investisseurs. Est-ce que vous avez le sentiment que cette crise Covid est en train d'accélérer le fléchage financier vers des investissements plus vertueux, vers l'idée qu'on doit investir autrement? Est-ce que vous le ressentez ou est-ce que cette crise économique est en train justement d'accélérer, je dirais, la guerre économique? Je pense que c'est un phénomène accélérateur. Il est clair qu'aujourd'hui, finalement, il y a aujourd'hui une économie à 3 vitesses. Il y a des entreprises qui vont très bien dans des secteurs de la santé, dans des secteurs de l'hygiène, etc., qui vont très bien. Des secteurs en grande souffrance, comme celui évidemment du tourisme, de l'aérien, etc. Et puis après, il y a ce qu'on va appeler le marais entre les deux, des entreprises qui souffrent un peu, qui vont être en retard, qui vont avoir plus de dettes et qui prennent du retard. Et je dirais, dans ce contexte, aujourd'hui, les investisseurs sont très soucieux d'investir dans le secteur d'avenir et donc plutôt dans les entreprises de la première catégorie. Et par ailleurs, en mettant clairement aujourd'hui l'accent sur tout ce qui est la démarche ISR, investissement socialement responsable. Ça, vous le ressentez? Pas seulement par altruisme, à la fois par altruisme ou par... Bien sûr, et par intérêt. Bien compris, parce qu'aujourd'hui, c'est là que les investisseurs iront demain. Et souvent, par ailleurs, les entreprises les plus vertueuses, en tout cas celles qui cherchent à l'être, sont celles qui, économiquement, sont les plus performantes. Celles qui, aujourd'hui, cherchent à être les meilleures en termes de gestion des ressources humaines sont les plus performantes. Nous, c'est notre observation, c'est notre constat. Et clairement, c'est là qu'aujourd'hui, l'argent va. Et je pense que c'est très souhaitable pour l'économie, et c'est notre rôle, nous, conseil. On en revient toujours à l'humain, parce que c'est un de vos discours. Oui, bien sûr. Remettez l'humain au centre. C'est pas qu'un discours, c'est une action. C'est une action, bien sûr. C'est une action. On veut vraiment mettre les hommes au cœur de notre action. Et vous parlez des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, dont je suis l'un des responsables. Nous voulons vraiment œuvrer au bien commun. Et le bien commun, c'est la réalisation de la personne entière. C'est-à-dire qu'on considère que des salariés nous sont confiés, qu'on est là pour l'aider à développer. Même chose chez nos clients. Nous sommes là pour permettre à nos salariés. Et ça, c'est vrai en France, mais c'est vrai dans l'ensemble du monde. Cette semaine, sur notre plateau... Quand on dit mettre l'homme au centre, il faut faire attention à quel homme. L'homme, quand
l'homme aujourd'hui ou l'homme dans 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait de l'investissement socialement responsable, par exemple, dans le secteur automobile, par exemple, Qui va mal. qui va très mal, toute la tendance vers l'électrification est en train de détruire une filière traditionnelle qui emploie énormément de gens, qui dans certains pays est le socle de l'économie. Oui. Et ce virage vers le vert est à la fois très séduisant sur le plan intellectuel et moral et très très dangereux sur le plan social. Donc quand on met l'homme au centre, il faut bien faire attention à la formule. Quand, comment, qui exactement, parce que sinon c'est de l'incantation. Et dans quel calendrier Vous vouliez dire un dernier Non, mais mot je veux dire que c'est un excellent point. Benoît Serre. Mais là encore, le bien commun, c'est pas le bien commun des gens aujourd'hui, c'est le bien commun des gens partout dans le monde et des gens d'aujourd'hui comme de demain. Donc on est là pour travailler pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et si on fait des mauvais investissements à leur détriment, nous n'œuvrons pas au bien commun. Benoît Serre, vous vouliez intervenir parce Il y a que c'est deux choses, intéressant, en fait. le changement de modèle. Depuis quelques semaines et mois sur ce plateau, on l'entend. Il y a une crise, tout le monde en a pris conscience, mais en même temps, il y a une prise de conscience des chefs d'entreprise qu'il faut changer, qu'il faut accélérer la mutation. Oui, mais deux choses. La première, alors, ce qui a été dit tout à l'heure est exact. Et on a même observé, au titre de la NDRH, on a un bon poste d'observation, que les entreprises qui avaient des niveaux de politique RH ou de dialogue social de bon niveau se sont mieux sorties de la période qu'elles connaissent. Donc, Oui. ça veut dire qu'il y a une Meilleure sorte de agilité continuité. dans les services. Le deuxième point, par rapport à ce que vous dites, que je partage, c'est que moi, il y a une chose qui me soucie un peu. Il faut être un peu prudent. On parle beaucoup télétravail, je refonds le travail, je modifie les C'est en train de refluer un peu, etc. d'ailleurs. Attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'on assiste demain. Vous savez que l'un des grands enjeux de la digitalisation, c'est est-ce que ça va créer plus d'emplois que ça n'en détruit? La question posée sur La deuxième l'écologie question avec le télétravail et le tout télétravail, c'est où cela va-t-il les créer? Et il faut faire attention à une espèce de dérive qui consisterait à penser qu'on s'acheminerait doucement mais sûrement vers une nouvelle mondialisation qui est celle des compétences. Je vais prendre un exemple. Facebook a annoncé que dans 10 ans, 50% de ses emplois se feront totalement à distance. Ça veut dire qu'ils peuvent se faire n'importe où. Et donc, le lieu d'emploi, et donc avec les politiques fiscales qui vont avec, vont être extrêmement déterminants. Donc, c'est vrai que... Donc ça, cette crise accélère ce processus, si Le j'entends cours bien. s'était lancé, il risque de l'accélérer, donc il faut être prudent. Et puis, il faut faire attention, effectivement, aux investissements, je dirais, politiques, parce qu'il y a une réalité de tous les jours. Et un point que vous avez évoqué, c'est que, qu'est-ce qui meurt aujourd'hui? C'est la chaîne de valeur des grandes entreprises, c'est-à-dire les PME, les TPE, les sous-traitants. Qui sont en difficulté, Or, c'est c'est vrai. ceux-là qui créent des emplois depuis 20 ans en France. Alors, il y a un vaste plan PME qui va être annoncé à la fois par le Premier ministre, mais aussi par Alain Griset qui est en charge des PME, parce que les PME attendent évidemment soit un effacement de charges tout simplement, parce que c'est un vrai sujet qui est posé. Quand même, François Bayrou, je l'évoquais au début de l'émission, vous vous êtes dit, tiens, il n'en parle pas, mais on va avoir un haut commissaire au plan. La mission, c'est ce que dit l'Élysée, c'est pas encore officiel, ça sera officialisé la semaine prochaine, d'après de bonnes sources. Il sera là pour éclairer l'action publique sur le long terme et remplir un rôle de coordination pour les différents aspects du plan économique, social, environnemental, territorial, culturel. Il a un peu de travail. Monsieur Bayrou, vous en pensez quoi, Stéphane Marchand? Au-delà de la personnalité de François Bayrou, l'idée qu'on ait un haut commissaire au plan. C'est-à-dire tout d'un coup, on va réglementer notre économie, on va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, là on va là. Est-ce que l'économie ne chemine pas d'elle-même, je dirais par la finance, par des choix stratégiques liés aux chefs d'entreprise, pas par l'État? Alors l'idée que l'économie chemine d'elle-même est intéressante. En France, elle n'est pas très populaire. Non, c'est pas populaire du tout. Mais le plan, ça évoque quelque chose de très fort en fait, en France. Ça fait penser au général de Gaulle. Voilà, ça fait penser au général de Gaulle, ça fait penser à Pompidou, ça fait penser à la politique industrielle. C'est la France conquérante qui réinvente un modèle. Parce que dans les années 70, la France a vraiment inventé des modèles uniques au monde. Mais on est dans l'affichage là au 21e siècle ou... La communication politique... elle a le droit de faire appel à la nostalgie, parce que de la nostalgie peut naître l'action, et de l'action peut naître le changement. Donc, je ne suis pas contre ça, mais je vois là beaucoup de nostalgie. C'est ça. Et moi, par été bienveillant au début d'émission, je pense également qu'il faut être un peu critique, parce que, je dirais, de fait... Mais faites ce que vous voulez, la prospective, non, mais la prospective est très importante, et je pense qu'on n'a pas assez mis l'accent sur la prospective au cours des dernières années, donc c'est très important de ressusciter cette prospective. Inversement, ressusciter des vieux dinosaures, le général de Gaulle était le premier à dire qu'il fallait oublier les lampes à huile et autres navires
à voile. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut viser l'avenir. Et ce qu'on peut reprocher au plan de relance, qui sinon a des mesures intéressantes, c'est d'arriver 3 mois trop tard. Le plan de relance allemand a été dévoilé le 3 juin. Nous allons être le 3 septembre. Il y aura 3 mois qui sont passés. 3 mois, à l'heure actuelle, c'est une éternité. Et par ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, les États-Unis, comme l'Allemagne, comme la Chine, investissent massivement, ont décidé d'investir massivement dans le cadre de leur plan de relance, dans la dans l'informatique quantique en particulier, et dans toute l'intelligence artificielle. Je ne vois pas ça dans notre plan de relance. Aujourd'hui, notre plan de relance n'est pas assez sélectif. Et donc, s'il y avait une mission de la prospective, c'est bien de permettre à la France de saisir les batailles d'avenir et d'investir pour les générations futures dans les secteurs d'avenir. Le chef d'entreprise que vous êtes, et je ne parle pas aux membres des EDC, mais le chef d'entreprise que vous êtes, c'est à l'État de donner les grands axes stratégiques, ou c'est, je dirais, au secteur d'activité eux-mêmes de dire, moi je pense qu'il faut partir vers l'hydrogène plutôt que vers la pile au lithium. Comment ça se passe? Je pense que les deux. Les deux doivent se marier. Les deux. La finance toute seule, je suis un acteur de la finance, mais la finance a aussi besoin d'être régulée. La finance non régulée, elle est déjà régulée. Merci de le préciser. C'est n'importe quoi. Donc la finance a besoin d'être régulée. C'est le rôle du régulateur. Et il y a des investissements qui ne relèvent que de l'État. C'était une stupidité de faire financer Eurotunnel à ses débuts par le public. On a vu la catastrophe financière que ça a été. C'était un investissement trop long qui aurait dû être financé par le public. Donc il doit y avoir une action publique, il doit y avoir une action privée. Les deux doivent être gérés intelligemment. Il faut éviter que l'un fasse la place à la place de l'autre. Je voulais vous citer cette petite phrase, Benoît Serre. Elle va peut-être vous évoquer quelque chose. Cet invité est venu sur notre plateau. Il s'appelle Étienne Hirschauer, vous le connaissez très bien. Et il dit c'est un chef d'entreprise qui fait l'inclusion, qui pratique donc l'embauche intégrale ou presque de personnes handicapées pour réparer des ordinateurs et puis les remettre sur le marché. Tout le monde a éprouvé sa propre finitude pendant ces derniers mois. La logique d'exclusion de la fragilité hors du monde de l'entreprise, dans laquelle seule la performance aurait sa place, ça ne tient plus. Cette performance illimitée, c'est la grande illusion que la crise sanitaire a fait tomber. Cette phrase-là, elle est très forte, elle est importante, elle nous traverse, et j'ai envie de dire, et en même temps, vous êtes face à des chefs d'entreprise, des DRH, Benoît Serre, Stéphane Marchand, que vous croisez aussi, qui vous disent, moi je vais devoir me séparer de collaborateurs. J'ai pas le choix, je peux pas être dans l'humanisme absolu, j'ai pas le choix, sinon je tue ma boîte. D'abord, il ne faut pas confondre, de mon point de vue, l'humanisme et le fait de devoir se séparer de collaborateurs. On peut très bien, malheureusement, par fonction ou par histoire personnelle, j'ai été amené à le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme un voyou. C'est d'ailleurs un des sujets du jour. C'est-à-dire que moi, j'observe que le gouvernement a un discours un peu paradoxal sur ce sujet, mais il faut pousser évidemment à des logiques plutôt négociées, plutôt que des logiques contraintes. C'est le premier point. Sur le plan... ça, c'est le dialogue social, c'est la façon non, dont mais c'est fondamental. Je veux dire que c'est fondamental parce que sinon, on rajoutera encore un élément de tension sociale à la tension économique épouvantable que l'on connaît. Il fait peur. Et qui est beaucoup plus dévastatrice sur le moyen terme. Et l'autre point, sur le plan et sur la prospective, d'abord, moi, je suis toujours un peu surpris comme citoyen qu'à un moment, on découvre qu'il faut faire un commissariat au plan. Moi, je pensais que le gouvernement était là pour faire la stratégie aussi. Oui, sans créer un commissariat au plan, en fait. Par ce type d'initiative. Oui, on est d'accord. Voilà, mais c'est comme ça. On verra. C'est pour ça que je crains que cette nomination soit essentiellement politique, mais je n'ai pas à le commenter. En revanche, il y a une chose que je n'ai pas vue dans le plan de relance encore, qui est tout l'enjeu de la compétence de la formation et de l'enseignement. Parce que si on veut créer les emplois demain, si on veut les maintenir, il faut préparer la jeunesse, et même pas la jeunesse d'ailleurs, à un maintien d'employabilité dans un monde extrêmement technologique. Et là, on est très en retard. On n'y arrive pas, Benoît Serre, sur cette question-là. Vous avez donné les chiffres du chômage. Ça marche pas bien. Vous avez donné les chiffres du chômage. Oui. On n'a pas encore inscrit les 750 000 jeunes qui entrent le 1er septembre sur le 5 marché. 5 800 000, 400. Autrement dit, c'est un faux chiffre. Il faut faire extrêmement attention. Et je l'ai observé hier, d'ailleurs, aux journées du MEDEF, que Roux de Bézieux a dit, le problème, c'est pas l'emploi, le problème, c'est les jeunes. Et le fait qu'on n'embauchera pas, ou qu'on doit absolument embaucher des jeunes. Et là, en revanche, le gouvernement est dans son rôle. Il dit la même chose, le gouvernement. Il dit, attention, nous, on tire la sonnette, il faut impérativement, d'ailleurs, Jean Castex l'a dit devant vous, vous n'êtes pas d'accord. La formation, et absolument, les deux, on parle de la même voie. La formation, c'est la clé. On en a déjà parlé plusieurs fois. Ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Disons qu'il y a des moyens énormes, financiers énormes. Elle est assez mal canalisée. Les gens qui ont des formations ne sont pas forcément ceux qui en ont besoin. La machine est à revoir. Mais ce qui est incontestable, c'est que des moyens énormes existent. Si jamais ces 30 ou 40 milliards sont redistribués... 32 milliards, il y a 32 je crois. Sont redirigés, on peut faire un saut quantique dans la qualité de formation. Mais il faut que ça soit dirigé vers les gens qui en ont besoin. Et surtout qu'elle soit gérée beaucoup plus aussi au sein des entreprises, puisque l'un des gros problèmes, c'est qu'elle est beaucoup trop administrative, gérée par des organismes... Exactement. On en revient toujours le sujet. Aujourd'hui, il faut... le sujet du financement de la
sein des transformation, entreprises. c'est un vieux sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas voulu toucher aux tuyaux. Or, les tuyaux, Mais puis il sert qu'il y à a de la financer, perte en ligne partout. certains aussi. Sauf les OPCA, si je peux me permettre. Non, qui ont oui, les été OPCO réformés. maintenant, parce que les OPCA Ouais. ont disparu. Ont disparu. D'ailleurs, on ne sait pas comment ils vivent, mais c'est autre chose. Le sujet, c'est qu'effectivement, les entreprises, au fur et à mesure des réformes, ont perdu administrativement des marges de manœuvre. Et donc, seules celles qui ont le plus d'argent peuvent investir au-delà des obligations de solidarité qui sont les leurs. Avant de nous quitter, François Vigne, vous êtes à travers Sycomore aussi une fenêtre sur le monde. Là, on parle de la France, on parle de notre plan de relance français, on est très franco-français. Tout autour, c'est la guerre économique. On le voit, la Chine se bat contre les États-Unis se battent contre la Chine. On continue toujours à fabriquer beaucoup de produits en Chine. Est-ce que le monde change vraiment ? Par rapport à quoi? Enfin, par rapport avant. à la période que nous venons de vivre, il a changé, là, fortement. Par rapport, si on prend une perspective beaucoup plus large, non. Et on voit bien aujourd'hui la façon de traiter même la pandémie. On est revenu à la façon de traiter au Moyen-Âge, ou sans doute encore plus dans l'Antiquité. Et sur l'économie? Donc aujourd'hui, l'homme n'a pas fondamentalement changé. L'économie est en train de changer. Maintenant, là encore, je pense qu'après cette phase de fermeture profonde, elle va se réouvrir. Aujourd'hui, ce qui est de fait frappant, c'est la fermeture des frontières. Oui. Aujourd'hui, je veux demain à Bruxelles, je ne peux pas y aller. Et aujourd'hui, des Bruxellois ne peuvent plus venir à Paris parce que nous sommes en zone rouge. Enfin, c'est ce qu'on avait. On n'aurait pas imaginé ça. Il y a 15 jours, si on peut dire. Et donc aujourd'hui, on a un monde qui est en train de se fermer. Et quand il doit y avoir des transactions aujourd'hui entre la France et les États-Unis, par exemple, elles deviennent quasiment impossibles parce que les gens ne peuvent plus se rencontrer physiquement. Donc on a un monde qui a changé. Je pense néanmoins. Mais votre business, vous, la finance, est-ce que les humains ne peuvent pas traverser les frontières? Mais j'imagine. Mais je pense que le rôle de la finance est aussi de permettre que les liens perdurent et persistent. Parce que le repli sur soi sera destructeur pour le monde. Je ne crois pas du tout au repli sur soi. Et autant j'apprécie un certain nombre de mesures qu'a annoncé Bruno Le Maire hier, quand il se faisait applaudir sur le fait qu'il faut créer des emplois en France. Oui, il faut créer des emplois en France, mais il faut aussi continuer à créer des emplois dans les pays étrangers. Nous sommes les premiers à nous plaindre quand Mercedes ferme une usine en France. Ne faisons pas la même chose à l'étranger, parce que sinon c'est un système perdant, et perdant au détriment de l'Europe. Donc aujourd'hui, oui, il faut créer des emplois en France, mais il ne faut pas pour l'autant assécher les autres pays. Sinon, on n'œuvre pas au bien commun et on ne résout pas notre rôle d'entrepreneur. Et on œuvre pour chaque pays se replie sur lui-même. Exactement. Et ce qui sera destructeur, et destructeur de valeur, et destructeur d'emplois pour nous tous. Merci à vous. Je voudrais qu'on voit la couverture, Stéphane, si vous pouvez, parce que j'aurais bien aimé la montrer. Voilà, quand l'argent tombe du ciel pour l'Écho, c'est votre numéro de septembre. Absolument, c'est la nouvelle formule de Pour l'Écho. Voilà. Sur l'argent magique, comme on dit. L'argent magique. Il y a toujours quelqu'un qui paie, c'est ce que disait mon grand-père. Merci Stéphane Marchand, rédacteur en chef de Pour l'Écho. Merci à Benoît Serre, évidemment, d'être venu, le vice-président de la NDRH. Puis merci à François Vigne, à la fois associé Sycomore Corporate et puis à l'un des membres, l'un des responsables des EDC, des entrepreneurs chrétiens. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job. On parle de sens, oui. Ce n'est pas l'empire d'essence, c'est l'empire du sens. Et on accueille son auteur. Ravi de vous accueillir dans le livre de Smart Job. On va parler aujourd'hui de ce livre, alors que j'ai trouvé absolument passionnant. On va en voir la couverture d'ailleurs. Non pas l'empire des sens, parce qu'évidemment on tombe dans le panneau, c'est l'empire du sens. Je ne sais pas si on peut voir ce livre à l'antenne. Visiblement nous avons quelques soucis. Voilà, l'empire du sens. J'ai avec moi Michael Mango, merci d'être avec nous. J'ai lu ce livre, c'est un livre absolument érudit, passionnant, sur l'idée du sens. D'abord, le diagnostic, c'est quoi le sens? Vous traversez des chercheurs, des psychologues qui nous racontent qu'est-ce que le sens, puis ensuite vous le décryptez, vous l'analysez à travers nos sociétés occidentales. Je précise que vous êtes docteur en économie, que vous vous intéressez à l'économie du bonheur, vous en avez fait même une chaire, donc c'est très intéressant, presque une chaire, non vous? Un institut. Un institut, vous voyez, on n'est pas loin de la chaire. Et puis vous enseignez à AgroParisTech à Singapour, à l'ESSEC, pour vous situer dans votre réflexion. Pourquoi un livre sur le sens? Pourquoi à ce moment-là, alors qu'on a des débats sur ce plateau où on entend l'humain doit être au cœur, pourquoi avoir écrit ce livre, qui est très bien écrit par ailleurs, je vous le dis? Parce que je suis économiste du bonheur déjà, donc j'ai une appétence pour ce lien entre l'économique et l'humain. Mais il n'y a pas que le bonheur dans la vie, en fait. En termes de bien-être, vous avez différents types de bien-être, et le sens en est un, le sentiment de sens dans la vie. Donc ça déjà... Personnellement, j'étais intéressé par ça. Et puis, il m'est apparu clair qu'il y avait une crise de sens collective. Oui. Et je suis tombé sur des travaux de recherche de 2 chercheurs américains qui ont regardé dans le monde dans quel pays on trouvait du sens à la vie. Alors, je pensais qu'en France, on était bien. Enfin. On est très mal en France. On est quasiment les plus mauvais. Vous avez plus d'un tiers des Français qui ne trouvent aucun sens à leur vie. Et
Et on est quasiment les pires. Vous avez le Japon, la C'est vrai, on est tout en bas. Oui, oui, vraiment. Et ce qui m'a vraiment choqué, parce que en tant qu'économiste du bonheur, c'est que plus les pays sont développés, moins ils trouvent de sens à leur vie. Alors ça. que normalement, plus les pays sont développés, plus les gens sont heureux dans les pays. Donc Sur l'abondance du matérialisme, enfin, il y a quand même de ça. sans doute qu'il y ait ça, mais justement, il fallait détricoter, décortiquer tout ça pour savoir pourquoi. Et on a trouvé des raisons, on explique assez bien le problème, et dans le livre, j'essaye de disséquer, d'expliciter pourquoi on a perdu le sens et comment on peut le retrouver. Vous dites, c'est au tout début de votre livre, les épidémies changent rarement le cours de l'histoire, mais elles l'accélèrent. Et cette phrase dans l'introduction, et je dirais qu'elle ouvre le livre sur le contexte Covid. Il y a une forme d'accélération. On l'entend chez beaucoup d'invités, tout ça va s'accélérer. Mais il y a quand même une question que je me posais, c'est à quel moment on pense qu'on a mis du sens dans sa vie? C'est à la fin de sa vie, quand on est assis sur une pierre et qu'on regarde derrière, on se dit, ma vie a eu du sens, ou je mets du sens au quotidien dans ma vie? Alors là, vous ouvrez un pan énorme. Bah oui, c'est gigantesque. En fait, je m'interroge chaque jour là-dessus. Ouais, mais faites attention quand même. Je suis assis. Le sentiment de sens, vous pouvez l'avoir à chaque moment de votre vie. Par contre, mais là, ça va être du sens subjectif. Eh oui. Par contre, le sens objectif, vous allez faire le bilan à la fin. Et c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Et il y a différentes étapes dans un cycle de vie, ça on les a bien repérées, et il y a des moments clés où vous êtes souvent en crise de sens. C'est la crise de la quarantaine, classique. Il n'y a pas que ça, vous avez l'adolescence aussi, vous avez toutes les fins de décades, de décennies, quand vous avez 29, 39, 49, 59 ans. Là, vous refaites un petit bilan et vous apercevez que vous êtes loin de vos objectifs. Donc, il y a des moments charnières, et puis il y a aussi tous les chocs de vie. Là, le Covid peut être un choc de vie qui vous amène à repenser tous vos objectifs de vie. Et d'ailleurs, c'est la partie peut-être positive du Covid. C'est qu'on a remarqué que dans les crises, il y avait une telle urgence à trouver du sens que souvent les gens retrouvaient plus de sens après la crise. Donc la crise peut avoir un effet vraiment bénéfique dans cette quête-là. Oui, un moment de réflexion, un moment où on revient sur soi-même. Il y a des choses intéressantes sur des études de psychologues vraiment passionnantes. Il faut lire ce livre parce qu'il est très très riche, il est très dense. Vous avez travaillé, combien de temps ça vous a pris d'écrire? C'était avant le confinement, j'ai fait ça pendant une année à peu près. Une année, donc c'est un travail de recherche important. Il y a quand même l'idée que les sociétés riches ou les citoyens qui sont dans des sociétés occidentales riches, finalement, malgré le fait qu'ils aient tout, ils n'ont pas grand-chose et ils ne trouvent pas vraiment le sens à leur vie. Est-ce que vous voulez qu'on rentre dans le diagnostic? Parce qu'il y a plein de petits points. Il y a quelques items intéressants. Le gros problème, et qu'on n'a pas résolu, c'est la perte du religieux. C'est ça. On a remarqué vraiment que... Dieu est mort, vive le Prozac. Mais on a remarqué que, en fait, plus les pays étaient non religieux, plus il y avait de gens qui ne trouvaient pas de sens à leur vie. Donc ça, c'est la grosse explication. Après, vous avez le recul de la famille. On a remarqué que les gens qui ne trouvaient pas de sens à leur vie, souvent étaient des célibataires sans enfants. Et vous avez énormément de gens qui sont en train de vivre une vie sans enfants. À votre avis, petite question, combien de personnes qui sont nées dans les années 70 finissent sans enfants? En pourcentage? Ouais, de la population française. Je mettrais 15%. Plus, on est déjà à 25%. 25%. Ça a doublé depuis la génération née dans les années 40 et on est en passe de voir ça encore augmenter avec les nouvelles générations. Donc là, c'est un sens important, l'enfant. Ça donne un sens à sa vie. Énorme. La différence entre les gens sans enfants et les gens avec enfants est énorme en termes de sens. Et ça modifie l'attitude, je dirais, comportementale de l'individu qui ne voit pas la vie de la même manière. Bien sûr. Il ne se projette pas. Eh ben, non, c'est pas ça. C'est qu'il a déjà son levier de sens. Et il n'a pas besoin de le retrouver après dans la consommation, le travail, etc. Par contre, celui qui n'a pas ça et qui ne croit pas en Dieu en plus, lui, il a un champ des possibles immense et il doit creuser son propre sillon. Il y a un petit tableau qui est assez troublant. On démarre une sorte de tableau. Il y a celui qui est l'engagé. C'est le top du top dans les attitudes pour être, j'allais dire heureux. C'est un mot un peu fort, mais pour être bien dans la vie. Non, pour avoir un sens total. Total. L'engagé, c'est le total. Puis à la fin, dans ce tableau où il y a les frustrés, il y a les paumés, on termine par des cyniques. Le cynique, c'est celui qui n'arrive pas finalement à mettre de sens. Même pas que ce soit possible de mettre du sens dans la vie. Pour lui, c'est plié. On parle parfois des activement désengagés dans les entreprises. Oui, c'est un peu ça. Alors, vous savez que dans les entreprises, ceux qui n'ont pas de sens sont activement désengagés et ils sabotent le travail des autres. Parce qu'ils ne comprennent pas que les autres s'investissent autant que ça dans l'entreprise. Pour eux, ça ne fait pas sens. C'est un frein. Donc, le sens, il y a une recherche de sens partout, dans la consommation, l'épargne, le travail. Et pour moi, le Covid est particulier parce qu'il accélère la quête de sens, mais d'un autre côté, il la met un peu sous le tapis parce que si vous perdez votre job, vous avez après des besoins alimentaires à satisfaire. On l'évoquait il y a quelques minutes dans le débat. Donc les entreprises, elles vont tomber dans un piège, les entreprises. C'est que pour l'instant, elles vont pouvoir donner juste de la sécurité de l'emploi, du salaire, sauf que derrière,
la quête de sens, elle est là, en filigrane. Et donc, les gens qui ont pris le boulot pour avoir la sécurité de l'emploi, dans 2 ans, quand la situation économique s'améliorera... Ils sont perdus, ils partiront. Bien sûr. Michael Mango, directeur de l'Institut de l'économie du bonheur, vous avez déjà placé sur une chaire, mais ça ne saurait tarder, L'Empire du sens, rien à voir avec l'Empire des sens, qui est un film érotique des années 70 aux éditions Erol, puisque vous le précisez dans votre livre. Et puis, Dieu est mort, vive le Prozac, vous savez que cette phrase était d'Andy Warhol, évidemment. Elle n'était pas de moi pour rendre à César ce qui est à César. Merci. Vous reviendrez sur le plateau parce qu'il y a beaucoup de choses encore à décrypter dans votre livre, notamment le rapport au capitalisme, parce que les Français veulent renverser la table pour une grande majorité. On reviendra et on continuera à parler de votre livre. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à mes invités du débat qui sont restés à mes côtés. Merci à Fanny Gressmer, à toute l'équipe technique qui m'aide à préparer l'émission. On se retrouve lundi en direct, évidemment, du lundi au vendredi, et je serai là. Restez fidèles à nos programmes, et puis merci à tous ceux qui réagissent sur les réseaux sociaux. À bientôt.